Je m'appelle Samantha Avery, bien que tout le monde m'appelle Sam depuis mes classes à l'armée. J'avais 33 ans, à ce Noël où mon père m'a ordonné de quitter sa maison. J'étais rentré en avion, avec une canne, une jambe gauche amputée sous le genou, et un sac de sport qui sentait encore la caserne. Je me suis assise à sa table pendant 40 minutes. Puis, il m'a traité de fardeau, et je suis parti sans élever la voix. Ce n'est pas ma jambe qui m'a brisé. Ni même ses mots. C'est ce que mon grand-père a dit, 3 jours plus tard. Ce moment où il a ouvert sa porte, et qu'il a vu mon visage, planté dans le froid. Pendant 10 ans, j'avais envoyé à cette famille chaque salaire que je gagnais. Je pensais savoir exactement où cet argent était passé. Je me trompais sur toute la ligne. Et la vérité m'attendait là-bas, au bout d'un long trajet en bus, dans les collines de l'Oregon. La maison, à Salem, sentait toujours la cannelle et la cire à parquet. Exactement comme quand j'avais 10 ans. Ma mère, Carole, a pris mon manteau sans vraiment me regarder. Ma sœur, Heather, avait sorti les belles assiettes. Celles avec les bords dorés, qui ne voyaient le jour que 2 fois par an. J'avais apporté des cadeaux que je ne pouvais pas vraiment me permettre, une écharpe pour ma mère, un camion miniature pour le fils d'Heather, une bouteille de bon vin. C'était une vieille habitude. Quand on a passé toute sa vie à être celle qui arrive les bras chargés, on oublie comment franchir une porte les mains vides. J'ai posé ma canne contre le mur, là où personne ne trébucherait dessus, et je me suis laissé glisser sur une chaise. « Reste assise », a dit Heather. « Nous t'apporterons ce qu'il faut. » Elle l'a dit sur ce ton qu'on emploie avec un invité qui risque de se briser. Ça a résonné comme un diagnostic médical. Mon frère, Marc, faisait passer les petits pains, en gardant les yeux rivés sur son assiette. À 28 ans, il tressaillait encore face au silence de son propre père. Pendant 40 minutes, nous avons parlé de la météo, de la nouvelle rocade, et de la rénovation de la cuisine d'Heather, les plans de travail en quartz, l'évier rustique. Personne n'a posé de questions sur Kandahar. Personne n'a parlé de ma jambe. Et c'était très bien ainsi, car je n'étais pas venu chercher de la compassion. Mais personne, non plus, n'a mentionné mes 10 années de salaire. 10 ans à virer presque tout ce que je gagnais, sur le compte familial. De l'argent qui, jurait mon père, était la seule chose qui empêchait la ferme apicole de son propre père d'être saisie. Je continuais d'attendre que ce sujet fasse surface. Comme on attend devant une porte, dont on a déjà entendu le verrou tourner de l'autre côté. Alors, combien de temps as-tu prévu de rester, a demandé ma mère, au beau milieu du rôti. Ce n'était pas un mot de bienvenue. C'était un chronomètre, et il venait tout juste de se déclencher. Je lui ai répondu que je n'avais pas planifié si loin. Ma réforme médicale n'avait été finalisée que 3 semaines plus tôt. J'apprenais encore comment fonctionnait mon propre corps, cartographiant toujours la distance, entre une chaise et une porte. À ces mots, mon père a posé sa fourchette. Ray Avery avait une façon de faire le silence, qui était plus bruyante que des hurlements. 3 semaines que tu es sorti, et tu as déjà la main tendue, a-t-il lâché. Je lui ai dit que ma main n'était pas tendue. Je lui ai expliqué que j'étais rentré pour Noël, et non pour de l'argent. Et que, pour mémoire, c'est moi qui l'avais envoyé. Cet argent est dépensé, a-t-il rétorqué, pour des choses qui avaient de l'importance. Je lui ai demandé ce qui comptait plus que la ferme, celle pour laquelle je m'étais saigné aux 4 veines afin de la sauver. Il m'a regardé comme si j'avais ramené de la boue sur la moquette. Tu reviens brisé, tu reviens fauché, et tu t'assois à ma table en agissant comme si le monde te devait une parade d'honneur. Heather observait son vin. Marc fixait la nappe. Ma mère pliait sa serviette en un carré, de plus en plus petit. J'ai attendu que l'un d'eux dise quelque chose. Aucun ne l'a fait. Je vous ai donné tout ce que j'ai gagné pendant une décennie, ai-je dit. Ma voix est restée posée, car la seule chose que l'armée m'avait bien apprise, c'était de garder une voix égale en toutes circonstances. C'est à ce moment-là qu'il l'a dit, aussi simplement qu'on demande de passer le sel. Tu es un fardeau. Sors de ma maison. Je me suis levé. Cela m'a pris plus de temps qu'avant, et je les ai forcés à en observer chaque seconde. J'ai ramassé ma canne. J'ai laissé les cadeaux sur la table. Arrivé à la porte, je me suis retourné une dernière fois, et pas un seul d'entre eux n'a croisé mon regard. Le froid, à l'extérieur, était de cette pureté vivifiante. Le genre de froid qui vous décape l'intérieur du nez. Je me suis tenu sur le trottoir,
et j'ai fait les comptes. C'est ce que je fais, pour éviter de m'effondrer. J'avais 61 € sur mon compte courant, un dossier militaire, et un corps qui nécessitait 8 types de suivi différents. Les économies que j'aurais dû avoir, ce matelas de sécurité que 10 ans de salaire auraient dû constituer, n'existaient tout simplement pas. Je les avais distribués, virement après virement, croyant chaque mot que mon père disait à propos de la ferme. Il ne restait qu'un seul endroit au monde, où j'avais un jour senti un sol solide sous mes pieds. Chez mon grand-père. J'ai pris le dernier bus à la gare du centre-ville. La ligne régionale, qui fait une boucle vers le sud, à travers la vallée, en direction de ces petites villes dont personne n'a jamais entendu parler. Plus de 60 miles de champs plongés dans l'obscurité, et de guirlandes de Noël accrochées aux branches. J'ai appuyé mon front contre la vitre glacée, et j'ai laissé le bruit du moteur recouvrir cet autre bruit. Celui qui vit derrière mes yeux, depuis l'explosion. Le conseiller du centre des anciens combattants appelait cela de l'hypervigilance. Moi, j'appelais ça la raison pour laquelle, je m'assois toujours là où je peux voir la porte. Je n'avais pas parlé à Walt depuis des années. Mon père s'était toujours chargé de relayer les nouvelles, agissant toujours comme intermédiaire. Grand-père faiblit. Grand-père a besoin d'argent. Grand-père passe un hiver difficile. J'y avais cru, à ça aussi. Je roulais pendant 2 heures dans le noir, pour aider un vieil homme à conserver une ferme en péril, comme je le faisais depuis 10 ans. Je ne savais pas encore que j'avais tout compris à l'envers. Je ne savais pas que le vieil homme, lui, pensait que j'avais oublié jusqu'à son existence. Le bus m'a déposé à une station-service, à plus de 3 kilomètres de là. J'ai marché le reste du trajet sur une route de campagne sans accotement, ma canne cherchant sa voie dans les ornières gelées. La propriété de Walt se trouvait au bout d'une allée de gravier. Une ferme basse avec un porche affaissé, et derrière, les rangées de boîtes blanches de mon enfance. Les ruches. En décembre, elles reposaient, silencieuses et regroupées. Les abeilles formaient une boule à l'intérieur, pour maintenir leur reine au chaud. Mais c'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Le feu de bois, avec quelque chose de plus doux en dessous. La cire et le vieux miel. Ce parfum qui s'était imprégné dans chaque planche de ce domaine, depuis 50 ans. Les souvenirs sont revenus plus vite que les mots pour les décrire. Et puis, un son auquel je n'étais pas préparé a surgi. Un bourdonnement sourd et régulier, provenant de la boîte la plus proche. La grappe d'hiver qui vibrait, pour produire de la chaleur. Pendant une fraction de seconde terrible, mon cerveau l'a réinterprété. Le bourdonnement est devenu ce sifflement dans mes oreilles, juste après l'explosion. Ce long ton monocorde, qui signifiait que quelque chose avait mal tourné. Ma main était déjà levée pour me protéger, avant même que je ne m'en rende compte. Je suis resté dans l'obscurité, respirant la fumée, jusqu'à ce que le son redevienne simplement celui des abeilles. La lumière du porche s'est allumée. La porte s'est ouverte. Walt Avery en remplissait l'encadrement. Plus petit que dans mes souvenirs, et plus grisonnant. Vêtu d'une chemise en flanelle, ses lunettes de lecture relevées sur le front. Il m'a regardé longuement. Il a fixé la canne, la jambe, puis le sac de sport. Je me suis préparé à recevoir sa pitié. J'en avais déjà eu mon compte, et je n'en voulais plus. Mais au lieu de cela, j'ai eu droit à de la confusion. Une confusion profonde. Le genre qui surgit quand 2 personnes regardent la même image, mais voient des choses complètement différentes. Sam, a-t-il soufflé. Ma fille, qu'est-ce que tu fais ici, au nom de Dieu? Je lui ai dit la vérité sur le pas de la porte, car je n'avais plus la force de l'enjoliver. Papa m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Je suis venu aider à la ferme. Il a reculé pour me laisser entrer. La cuisine était chaude, banale, réconfortante. Une bouilloire sur la gazinière, des mots croisés pliés sur la table. Il m'a fait asseoir sur une chaise, et a placé un café devant moi, avant même de prononcer un mot. Aider à la ferme, a-t-il répété lentement, comme si ces mots appartenaient à une langue qu'il ne comprenait qu'à moitié. Sam, la ferme n'est pas en difficulté. Elle ne l'a pas été depuis des années. J'ai répondu que c'était impossible. J'ai expliqué que j'envoyais de l'argent pour la ferme, depuis 10 ans. À chaque déploiement, tout l'argent, selon mon père, allait directement à Walt. Pour payer l'hypothèque, le matériel, et pour compenser les mauvaises saisons. Le visage du vieil homme a alors eu une réaction que je n'oublierai jamais. Il est devenu livide,
puis d'une immobilité troublante. Quel argent? Il l'a dit, et ce n'était pas vraiment une question. Sam, je n'ai jamais touché un centime. Pas un seul. Je n'ai jamais pris un sou à cette famille de toute ma vie. La cuisine s'est mise à tanguer. J'ai agrippé le bord de la table, comme on s'agrippe au bastingage d'un bateau en mouvement. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur. Un virement détourné, quelque chose. Il a secoué la tête avec lenteur. Ton père m'a dit que tu avais coupé les ponts. Il a dit que l'armée t'avait changé. Que tu n'écrivais plus, que tu n'appelais plus, et que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec nous, ici. Il a retiré ses lunettes de lecture, et s'est frotté les yeux. Puis, il l'a dit tout simplement. À chaque fois que je prenais de tes nouvelles, elle arrêtait d'écrire, disait-il. Elle ne veut plus de nous. Or, j'avais écrit. Je lui avais envoyé des cartes d'anniversaire depuis 3 continents. J'avais envoyé des photos. J'avais appelé un numéro qui, je le comprenais maintenant, n'avait jamais été le sien. Quelque part, entre moi et cette cuisine, 10 ans de ma vie avaient été interceptés, et dilapidés. Et l'homme que j'étais venu sauver, avait passé ces 10 mêmes années, à croire que je l'avais laissé vieillir tout seul. Il m'a installé dans l'ancienne chambre de mon père. C'était là une petite cruauté en soi. J'y suis resté éveillé, faisant l'inventaire de la situation. Dans chaque direction où je posais les yeux, la maison apportait la preuve, que l'histoire de mon père était un mensonge. Le toit était en parfait état. Le vieux camion, dans la grange, fonctionnait à merveille. Il y avait un congélateur coffre rempli de viande de gibier, et un garde-manger capable de résister à un siège. Walt ne devait rien à personne. Il gérait une 30aine de ruches, vendait son miel sur 2 marchés, ainsi qu'à une coopérative en ville. Il vivait de manière modeste, honnête, et solvable. Il n'y avait jamais eu de saisie. Il n'y avait jamais eu de mauvais hiver que l'argent ne pouvait combler, car l'argent ne lui était, tout simplement, jamais parvenu. Je veux être clair, je n'étais pas là, allongé en train de pleurer. J'étais allongé en train de recalculer les choses. Ce qui, pour mon système nerveux, revient à accomplir une tâche bien plus utile. La crise nocturne a fini par survenir, et ce fut une très mauvaise nuit. Le ventilateur au plafond se transformait en pale d'hélicoptère, si je le fixais trop longtemps. Mais sous ce vacarme, il y avait une question, plus glaciale encore que la pièce. Si je n'étais pas la fille qui avait sauvé la ferme familiale, alors qui étais-je? Pendant 10 ans, toute ma perception de moi-même avait reposé sur ce seul mur porteur. Je subvenais aux besoins. J'envoyais l'argent. J'étais la plus forte, celle qui n'avait besoin de rien, car elle était trop occupée à être indispensable. Enlevez-moi ça, et je ne savais plus du tout ce qu'il me restait. J'avais donné tout ce que je gagnais, à une famille qui m'avait jeté comme un vulgaire déchet. Et je l'avais fait avec joie, parce qu'être utile était la seule façon que je connaissais, pour être aimé. Allongé dans le lit d'enfance de mon père, j'ai compris que j'allais devoir apprendre quelque chose de complètement différent. Je n'avais simplement pas encore de nom pour le définir. Le matin venu, il ne m'a pas demandé comment j'avais dormi, ce que j'ai apprécié. Il a préparé des œufs, a posé une tasse fumante devant moi, et a regardé par la fenêtre les boîtes blanches, recouvertes de givre. Tu peux rester, a-t-il dit. Pas par charité. J'ai 78 ans, et mes mains tremblent certains matins. Une deuxième paire de bras me serait utile. Je lui ai avoué que je ne connaissais absolument rien aux abeilles. Personne n'y connaît rien, jusqu'à ce qu'il apprenne, a-t-il rétorqué. Les gens qui apprennent lentement font les meilleurs apiculteurs. On ne peut pas brusquer une ruche. Je lui ai demandé pourquoi il me proposait cela, après avoir cru pendant 10 ans que je l'avais abandonné. Il a fait tourner sa tasse d'un quart de tour sur la table. Une manie de vieil homme. Parce que tu es descendu d'un bus, dans le froid, et que tu as frappé à ma porte, a-t-il répondu. C'est déjà plus que ce que ton père a fait en 6 ans. Ensuite, il a prononcé cette phrase, que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Il l'a dite sans appuyer ses mots, comme s'il énonçait un simple bulletin météo. Le sang n'est qu'un accident de parcours, samedi. La famille, ce sont les gens qui répondent présents quand tu appelles. Dehors, quelque part dans la vallée, un tracteur a tout sauté avant de démarrer. Il a mentionné, presque en passant, que mon frère Marc venait encore l'aider parfois, le week-end, sans que Ray ne le sache. Nous avions donc cela en commun,
Tous les deux, nous étions les enfants maintenus sous silence. Je lui ai dit que je resterais pour l'hiver. Dans mon esprit, c'était une solution temporaire, un endroit pour guérir, et planifier mon départ. Je ne savais pas que je venais d'accepter la chose même, qui allait me réparer. Planche par planche, piqûre par piqûre. Exactement comme on reconstruit, depuis les fondations, quelque chose qui a été pulvérisé. La première grosse crise a frappé environ une semaine plus tard. Un camion de livraison a pétaradé sur la route départementale, à 4 heures du matin. J'ai émergé du sommeil en étant déjà sur le sol, tapis au plus bas, certaine du danger. Mon cœur tapait comme un poing contre une porte. Je n'ai pas émis le moindre son. On apprend à se taire. Je suis resté prostré contre le cadre du lit, les mains sur la nuque, jusqu'à ce que l'obscurité cesse d'avoir des arêtes vives. Walt m'a trouvé là, à l'aube. Il ne s'est pas agenouillé pour me dire que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas, et nous le savions tous les deux. Il ne m'a pas demandé d'en parler. Il m'a juste dit, mets tes bottes. Les abeilles se fichent pas mal du genre de nuit que tu as passé. Je l'ai suivi dans le froid grisâtre, et il m'a tendu l'enfumoir. Un vieil objet cabossé en fer blanc, doté d'un petit soufflet. Il m'a montré comment allumer la toile de jute à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle exhale une fumée pâle. Doucement, n'arrêtait-il pas de répéter. Elles te lisent. Si tu les approches en étant nerveuse, elles deviendront nerveuses. Nous n'avons pas ouvert les ruches. Pas avec ce froid glacial. Nous sommes simplement restés debout parmi elles, pendant que la fumée s'élevait en volute entre nous. Il m'a fait poser ma paume nue à plat, contre la paroi d'une boîte. À travers le bois, je pouvais le sentir. Ce fameux bourdonnement. 40 000 abeilles, maintenant l'obscurité unie, avec la seule chaleur de leur corps. J'avais passé la semaine entière à assimiler ce son, à l'écho de l'explosion. Mais là, debout, la main posée sur le bois, je l'ai entendu pour la première fois comme l'exact opposé de la détonation. C'était quelque chose de vivant, d'organisé, qui survivait à l'hiver de manière délibérée. Ma respiration a ralenti pour s'y accorder. Walt m'observait du coin de l'œil, sans prononcer un mot. C'était exactement l'attitude qu'il fallait. Ce fut le premier matin, depuis 3 ans, où j'ai eu l'impression d'avoir un endroit utile où poser mes mains. L'hiver a laissé place à un printemps pluvieux, typique de l'Oregon, et les ruches se sont réveillées. Il y a une chose qui arrive aux apiculteurs, et dont personne ne parle. C'est que vous ne pouvez pas faire ce travail, si vous avez peur. Une colonie peut sentir l'adrénaline. Approchez-les avec les mains tremblantes et le cœur battant à la chamade, et elles vous répondront piqûre pour piqûre. 50 d'entre elles s'envoleront du cadre en même temps, pour vous dire exactement ce qu'elles pensent de votre humeur. Walt m'a appris à ralentir le mouvement de mes mains, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être miennes, pour devenir de simples outils. Il m'a appris à expirer longuement, bien avant de soulever un couvercle, et à laisser la fumée faire la conversation. Tu trimbales toute cette guerre dans le rucher, m'a-t-il dit un après-midi, en me regardant faire tomber un cadre. Elles le sentent. Laisse tout ça au portail. Ça sonne comme une phrase cliché, sur une carte de vœux. Mais c'était la discipline physique la plus difficile que j'ai jamais eu à apprendre. Plus dur encore que l'entraînement de base, car il n'y avait personne pour me hurler dessus et me forcer à avancer. Juste moi, ce bourdonnement, et un millier de petites occasions de paniquer. Et voici ce qui m'a surprise, la même technique qui calmait les abeilles, me calmait moi aussi. Je m'agenouillais devant une ruche ouverte, avec le cœur prêt à sortir de ma poitrine. Puis je l'apaisais intentionnellement, par ma respiration, comme Walt me l'avait montré, et les abeilles se posaient. En les regardant s'apaiser, je m'apaisais aussi. Le service des anciens combattants avait passé 3 ans, à m'apprendre à gérer ce vacarme intérieur avec des feuilles de calcul. Les abeilles m'ont appris à le faire avec mes propres mains. En avril, je pouvais mener une inspection complète sans gants, lisant les cadres comme on lit les pages d'un livre. Le couvain ici, le miel là. La reine se déplaçant, lente et rebondie, sur les alvéoles, en pondant l'avenir. Je n'étais pas guéri. Je tiens à être honnête là-dessus. Les mauvaises nuits continuaient de me hanter. Mais j'avais trouvé le seul endroit dans ma vie, où garder mon calme n'était pas un rôle à jouer. C'était l'essence même du travail. Marc a commencé à venir presque tous les samedis. La première fois, il s'est tenu au bord du rucher, les mains dans les poches, comme un gamin attendant qu'on l'autorise à plonger dans la piscine. Il a dit qu'il était désolé,
pour ce qui s'était passé à Noël. Je lui ai répondu de prendre un lève-cadre, plutôt que de faire des excuses. Nous avons travaillé en silence un moment. Mon frère a une nature douce. Une douceur qui ne survivait pas bien dans notre maison d'enfance, où être doux vous faisait remarquer, et où se faire remarquer, c'était se peindre une cible dans le dos. Il avait fait profil bas pendant 28 ans, et appelait cela la paix. En l'espace de quelques week-ends, par bribes, les secrets de la famille ont commencé à filtrer. La nouvelle maison des Heures, près du country club. 4 chambres, du quartz, un évier rustique. Son mariage de rêve, 2 ans plus tôt, qui avait coûté une fortune avec la destination et l'orchestre. Le nouveau camion de papa. Son bateau. Cette fameuse seconde hypothèque, qui s'était miraculeusement volatilisée. J'écoutais, et je faisais ces calculs mathématiques que je fais tout le temps. Les chiffres ont commencé à s'empiler, d'une manière qui ne me plaisait pas du tout. D'où est venu tout cet argent, lui ai-je demandé innocemment, en grattant la cire d'un cadre. Marc a haussé les épaules. Papa disait toujours qu'il avait fait une bonne année. À l'entendre, chaque année était une bonne année. Il ne savait pas. Pourquoi l'aurait-il su? Il n'était qu'un adolescent. Il n'envoyait rien à personne, pendant que moi, outre-mer, je virais l'intégralité de mon argent dans un trou noir. Je n'en ai encore rien dit à voix haute. J'avais un soupçon gros comme une boule de démolition, et je n'allais pas la balancer un samedi après-midi, pendant que mon petit frère tenait un cadre rempli d'abeilles entre nous. Mais ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine de Walt. J'ai commencé à noter des dates et des montants de mémoire. Je construisais ce que j'avais été entraîné à bâtir pendant 10 ans, un dossier. J'ai perdu une ruche à la fin du printemps, et cela m'a enseigné une chose à laquelle j'avais résisté tout l'hiver. C'était une colonie que j'avais chouchoutée. Un essaim faible qui avait boitillé jusqu'en mars, et que j'avais inspecté trop souvent. Je l'avais trop nourri, planant au-dessus comme si c'était la seule boîte du rucher. Par un matin doux, j'ai soulevé le couvercle et je l'ai trouvé pillé. Les rayons étaient déchiquetés, un tapis d'abeilles mortes recouvrait le plateau de fond, et quelques retardataires rampaient en cercle confus. Une ruche plus forte avait senti sa faiblesse, et l'avait dépouillée en un seul jour. Le silence, là où le bourdonnement aurait dû résonner, portait sa propre forme de deuil. Je suis resté là, prêt à prendre cela comme une sentence me visant personnellement. Car c'est mon réflexe, transformer chaque perte en un référendum, pour savoir si j'en ai fait assez. Walt s'est approché, a regardé à l'intérieur, et n'a pas cherché à adoucir les mots. Tu l'as aimé à en mourir, Sam, a-t-il dit. On ne peut pas porter une ruche à bout de bras. On s'en occupe, et certaines meurent quand même. Je lui ai dit que j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Peut-être, a-t-il concédé. Ou peut-être qu'elle n'allait jamais s'en sortir de toute façon. Pendant ce temps, le reste du rucher est florissant, et tu restes là, planté à fixer celle qui a échoué. Il m'a fait gratter la boîte morte, stériliser les cadres, et les préparer proprement pour un nouvel SM. En juillet, il m'a fait arpenter les rangées, et m'a demandé de compter les colonies vivantes à voix haute. 29. J'avais été tellement obnubilé par celles que je n'avais pas pu sauver, que j'avais cessé de voir les 29 autres, qui se portaient à merveille. Je pense que vous devinez aisément pourquoi cette leçon n'est pas restée cantonnée au rucher. Le téléphone a commencé à sonner en mai. Ma mère en premier. Avec cette voix enjouée et prudente, qu'elle réservait aux invités. Comment allais-je? Est-ce que je mangeais bien? Grand-père n'était-il pas trop pénible? Quand comptais-je revenir à la civilisation? Pas un seul mot sur Noël. Pas un mot sur ma jambe, sur le fardeau que j'étais, ou sur la porte qu'on m'avait claquée au nez. Puis, Ray a appelé 2 fois. Il laissait des messages vocaux qui commençaient chaleureusement, pour s'aigrir sur la fin. Ton grand-père vieillit. Quelqu'un de responsable devrait jeter un œil à ses affaires. Ce mot, affaire, restait coincé dans mon oreille comme une écharde. J'avais déjà vu mon père être chaleureux auparavant. Il ne l'était que lorsqu'il convoitait quelque chose, et cette envie était toujours déguisée en inquiétude bienveillante. Je ne l'ai pas rappelé. J'avais au moins appris cela des abeilles, on n'est pas obligé de réagir au moindre mouvement dans l'air. Un soir, Walt m'a regardé laisser le téléphone vibrer sur la table, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il tourne autour de quelque chose, a-t-il commenté. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Le vieil homme paraissait plus fatigué que d'ordinaire sous la lumière de la lampe.
Ça fait 2 ans qu'il me harcèle pour que je lui cède l'endroit. Pour planifier la succession, qu'il dit. Pour que ce soit propre, quand je ne serai plus là. Il avait prononcé le mot au propre, exactement comme Ray avait dit à faire. Je n'arrête pas de lui dire non. Mais il n'accepte pas les refus. Je lui ai demandé pourquoi Ray voudrait d'une ferme apicole, qu'il avait passé sa vie entière à mépriser. Il ne veut pas d'une ferme apicole, a corrigé Walt. Il veut 16 hectares de terrain, sur une route départementale, à 40 minutes de Salem. Il y a un promoteur qui renifle tout le secteur depuis un moment. Ray sent l'odeur de l'argent. Je suis allé me coucher ce soir-là, avec une nouvelle ligne dans mon carnet de notes. Et une nouvelle question, à laquelle je ne pouvais pas encore répondre, pourquoi mon père avait-il précisément besoin que je disparaisse, pour mettre la main sur ses terres? Un soir, j'ai demandé directement à Walt, s'il avait le moindre document écrit concernant la propriété. La question a semblé lui rappeler une chose, qu'il avait oublié m'avoir cachée. Il s'est rendu dans la chambre du fond, et en est ressorti avec un dossier, souple et corné sur les bords. Il l'a posé sur la table de la cuisine, sous la lumière de la lampe. La première chose qu'il m'a montré m'a coupé le souffle. Des lettres. De l'écriture de mon père. Des années de correspondance. 1 ou 2 par an. Chacune détaillant les contributions financières de la famille, pour prendre soin de grand-père, listant les montants, et mentionnant mon nom. Ray avait écrit à Walt pendant tout ce temps, lui affirmant que lui, Ray, le soutenait généreusement. Il créditait parfois les petits-enfants. Sans jamais lui avouer que cet argent venait de ma poche. Et surtout, sans jamais lui en envoyer le moindre euro. Il s'attribuait le mérite de mes efforts, construisant sur le papier l'image du fils prodigue. Sous ces lettres, il y avait une pile de mes propres enveloppes. Les cartes et les photos que j'avais expédiées à Walt au fil des années, toutes renvoyées à l'expéditeur, de la main de mon père. Marquées de la mention refusée. Aucune d'elles n'avait été ouverte. Le vieil homme ne les avait jamais vues. Ray les avait collectées comme des pièces à conviction, et les avait renvoyées, pour que Walt croie à son mensonge. Elle a arrêté d'écrire, elle ne veut plus de nous. Tout était là. Le mensonge, fabriqué avec mon propre courrier non ouvert. Et puis, tout en bas, il y avait la chose qui a redessiné les contours de toute cette histoire. Un document imprimé sur du papier épais, au jargon juridique très dense, daté d'il y a 9 ans. Un trust irrévocable. Walt y avait placé les terres et le rucher, l'année même où mon père avait commencé à le pousser à vendre. Il s'était désigné comme administrateur principal, et m'avait nommé co-administratrice. Avec une clause stipulant que la propriété ne pouvait être ni vendue, ni cédée, ni développée, sans la signature conjointe de tous les administrateurs en fonction. Ce qui m'incluait, moi. Je l'ai fait discrètement, a expliqué Walt. J'avais compris qui était Ray. Je me suis dit que la seule personne qui ne laisserait jamais ce bout de terre être bétonné, c'était celle qui donnait déjà tout ce qu'elle possédait, pour le préserver. Je suis resté assise là, avec 9 années de lettres volées sur les genoux. Et j'ai enfin compris, pourquoi mon père avait besoin de m'effacer du tableau. Tant que j'étais éloignée et silencieuse, il pouvait prétendre que j'avais abandonné la famille, et ainsi, faire invalider ce trust. Il ne m'avait pas chassé dans un accès de colère. Il m'avait jeté dehors par pur calcul stratégique. Ce soir-là, j'ai bouclé le dossier que je compilais dans mon carnet. Le total s'élevait à 191 000 €, à peu de choses près. Sur 10 ans, et 4 déploiements. Je pouvais justifier presque chaque centime. Le mariage des heures, la part qui dépassait les 40 000 €. L'apport pour la maison de 4 chambres. La mystérieuse disparition de la seconde hypothèque, sur la maison de Salem, celle que mon père avait soldée en une seule année, qu'il qualifiait de bonne année. Mon argent. Chaque billet avait été dépensé, pour assurer le confort de mon père et de ma sœur, pendant que j'apprenais à remarcher sur une route, aux abords de Kandahar. Je suis resté seul avec ce chiffre pendant un long moment, attendant que la rage monte en moi. Car la colère aurait rendu les choses tellement plus simples. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette concentration froide et limpide, que j'éprouvais avant une mission de déminage. Cette lucidité qui surgit, lorsque la situation est enfin mise à nu. Voici ce que j'ai décidé, à cette table de cuisine. C'est capital, alors je vais le dire très clairement. Je n'allais pas courir après l'argent. Il avait disparu. Enchevêtré dans un compte joint, englouti dans 2 transactions immobilières,
et protégé par un délai de prescription dont la justice n'avait plus rien à faire. Courir après cet argent signifierait passer des années dans les tribunaux, à engraisser des avocats, pour tenter de récupérer des euros qui n'existaient plus. Mon père voulait que je sois réactive, bruyante, procédurière. Il voulait la fille instable, qu'il pourrait pointer du doigt. Alors, j'allais être son exact opposé. Je n'allais pas élever la voix, pas même une fois. J'allais construire quelque chose de vrai, de mes propres mains, sur ces terres que le trust me donnait le pouvoir de protéger. Et j'allais exposer la vérité au grand jour, là où tout le monde pourrait la voir. Il m'avait attaqué avec des mensonges, et une porte claquée au nez. J'allais lui répondre avec une ferme florissante, et une pile de documents irréfutables. On ne gagne pas ce genre de combat en rendant les coups. On le gagne, en devenant indéniable. Je leur ai annoncé ma décision, toujours à cette même table de cuisine. Eux deux, et moi. Cette même table où Walt m'avait servi du café, lors de la pire nuit de ma vie. J'ai d'abord exposé le dossier dans son intégralité. Les 191 000 euros, le mariage, la maison, les lettres volées, absolument tout. Car il méritait de l'entendre de ma bouche, et non dans un prétoire. Marc est devenu livide, et silencieux. Walt, lui, s'est contenté de hocher lentement la tête. Comme un homme à qui l'on confirme ce qu'il soupçonnait déjà depuis des années. Ensuite, je leur ai dit ce que je n'allais pas faire. Je n'allais pas intenter de procès pour récupérer l'argent. Il s'était volatilisé, dissous dans l'immobilier, évaporé dans un compte joint, et avalé par un compte à rebours judiciaire déjà expiré. S'acharner signifierait sacrifier 2 ans de ma vie, et payer des avocats pour arracher des sommes qui n'existaient plus, sous aucune forme que je puisse atteindre. Pire encore, c'était exactement ce que mon père attendait. Il avait besoin que je sois bruyante, et agressive sur le plan légal. La fille vétéran, instable, qui perd la tête pour des histoires d'argent. Juste pour qu'il puisse me désigner en disant « Vous voyez ?» Alors, nous n'allons pas lui donner ça, ai-je dit. Nous ne courons pas après ce qui a disparu. Nous allons bâtir sur ce qui est ici. Marc m'a demandé ce que cela impliquait pour lui. Je lui ai répondu que cela signifiait un emploi, s'il en voulait un. Construire quelque chose en son nom propre, au lieu de se cacher d'un homme qui le terrifiait. Il m'a assuré qu'il démissionnerait de son poste au magasin de pièces détachées, dès le lundi. Walt a posé sa main tremblante bien à plat sur la table, entre nous. Marc a posé la sienne par-dessus. Et j'ai posé la mienne sur les leurs. Personne n'a fait de discours niais à ce sujet. Nous sommes restés là 1 seconde. 3 personnes qui s'étaient mutuellement choisies. Et puis, nous nous sommes remis au travail. Je réalise aujourd'hui que c'est à cet instant précis, que j'ai cessé d'être un soldat, pour redevenir une avrie, mais selon mes propres termes. Je sais ce que vous vous dites. Car je l'ai déjà pensé, moi aussi, au sujet d'autres personnes. 10 ans. Comment peut-on envoyer de l'argent dans un trou sans fond pendant 10 ans, sans jamais vérifier le fond? Alors, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai réellement fait. Je n'étais pas une idiote, j'étais un soldat, posté à 8000 km de la première banque. Vers la 4e année, j'ai eu un mauvais pressentiment, et j'ai demandé des relevés de compte à mon père. Il m'a envoyé 3 pages. Des captures d'écran, pour être exact. Des soldes, quelques virements, et une photo de la grange de Walt, avec une nouvelle section de toit. Regarde ton argent à l'œuvre. Le toit était bien réel. Sauf qu'il n'était pas neuf, et qu'il n'avait pas été payé avec mon argent. Vers la 6e année, j'ai essayé d'accéder moi-même aux services bancaires en ligne, depuis un ordinateur de la base, sans succès. Il avait configuré les accès avec sa propre adresse email, et son propre numéro de téléphone. Chaque code de vérification lui était envoyé, à lui, et non à moi. Les relevés papier arrivaient à la maison de Salem, à une adresse qui n'était plus la mienne. Et lorsque j'ai appelé la banque depuis un téléphone satellite, pour demander à ce que ma solde soit versée sur un compte distinct que je pourrais contrôler, on m'a répondu qu'il était impossible de scinder, ou de clôturer un compte joint à distance. Que les 2 cotitulaires devaient se présenter ensemble en agence, munis de pièces d'identité avec photo. J'étais dans une zone de combat. Il était à Salem. L'agence la plus proche se trouvait à 9 heures de vol, avec une guerre au milieu. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai posé des questions. J'ai vérifié. J'ai insisté. Mais chaque porte qui aurait dû me permettre de découvrir la vérité,
était munie d'un cadenas, dont seul mon père possédait la clé. C'est cette partie-là qui devrait vous effrayer, si vous avez de la famille, un compte partagé, et que vous êtes loin de chez vous. Ce n'est pas la confiance qui vous perd. C'est l'architecture du système. Je lui faisais confiance, oui. Mais j'ai aussi essayé de le prendre en défaut, et le système était conçu de sorte que je ne puisse pas le faire. Mettez-vous à ma place au bout de ce téléphone satellite, et dites-moi que vous auriez fait mieux. Au cœur de l'été, nous avions récolté plus de miel, que ce que 2 marchés de producteurs pouvaient écouler. J'ai donc fait ce pourquoi j'ai été formé face à un surplus, j'ai établi un plan d'action. Nous avons procédé à notre première grande extraction en juillet. Je n'oublierai jamais le tout premier pot sorti de la chaîne. Les rayons écrasés et filtrés, et ce liquide doré captant la lumière, comme le verre fondu d'un vitrail d'église. À ce stade, les mains de Walt tremblaient trop pour les travaux minutieux. Il s'est donc installé à la table, et a rédigé l'étiquette lui-même. Lentement et soigneusement, au crayon à papier, pour que je puisse repasser dessus à l'encre par la suite. 2 mots tracés par la main tremblante d'un vieil homme, le chant de Ruth. Ruth était ma grand-mère, décédée depuis 11 ans. Ce champ de trèfle avait été le sien, avant d'appartenir à quiconque. J'ai tenu ce premier pot du chant de Ruth entre mes mains, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis l'explosion, une fierté qui ne dépendait de l'approbation de personne. Nous avons créé une SARL. Tous les 3. Moi, Walt, et Marc. Ce dernier avait quitté son emploi minable au magasin de pièces détachées, et avait emménagé ses affaires dans la chambre d'amis, sans jamais demander son avis arrêt. J'ai trouvé un programme régional qui aide les anciens combattants à se lancer dans l'agriculture, ainsi qu'un mentor nommé Dal René. Un vétéran du Vietnam possédant 60 ruches, qui m'a guidé à travers les licences de vente en gros, les normes alimentaires, et la gestion administrative rébarbative d'une véritable entreprise. La coopérative d'épicerie du comté a pris notre première palette en dépôt-vente, et nous a rappelé 2 semaines plus tard, pour nous en commander 3 de plus. Je veux m'arrêter ici un instant pour vous poser une question. Car nous arrivons au tournant de l'histoire. Si, dans votre vie, une personne ne vous appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, et jamais lorsque c'est vous qui en avez besoin. Alors vous comprenez déjà les mathématiques que j'ai dû apprendre à la dure. Il n'y a aucune honte à avoir aimé les mauvaises personnes avec ferveur. La honte, ce serait de le faire une seconde fois. Abonnez-vous si vous avez déjà vécu cela. Car vous devez absolument voir ce que mon père a fait ensuite. Notre premier vrai jour de marché a eu lieu un samedi, en ville. Une table pliante sous une tente bleue. 2 cartons de notre miel, empilés en une pyramide dorée. Et moi, terrifié à un point qu'aucune fusillade n'avait jamais atteint. Je gère très bien les crises. Ce sont les petites expositions du quotidien qui me pétrifient. Le regard d'un inconnu. Une question dont je ne peux pas contrôler la réponse. Marc s'est occupé de l'accueil à l'avant du stand. Car il s'avère que mon frère peut discuter avec n'importe qui, une fois qu'il est sorti de l'ombre de notre père. Il a raconté notre histoire à chaque client. Les abeilles, la ferme, sa sœur vétéran, le vétérinaire. En le regardant faire, j'ai réalisé que cette douceur en lui, que notre maison d'enfance avait traité comme un défaut, était en réalité notre atout le plus précieux. Nous étions en rupture de stock à 13 heures. Une femme est revenue 2 fois. La première pour acheter un pot, et la seconde, 1 heure plus tard, pour me confier que son mari avait combattu dans le Golfe, et qu'il n'en parlait jamais. Elle m'a expliqué qu'elle allait simplement poser notre miel sur la table, et le laisser là. Une manière, disait-elle, d'exprimer ce qu'elle ne parvenait pas à formuler avec des mots. Elle n'en a pas fait de grands discours. Elle a acheté 3 pots, et m'a serré la main. Je suis resté debout derrière cette petite table pliante, avec les cartons vides à mes pieds. Et j'ai ressenti la chose même que j'avais chassée pendant 10 ans, à coups de virements bancaires, sans jamais l'attraper. Je me sentais utile à des gens qui n'avaient aucun droit sur moi. Aucun lien de sang, aucun passé commun, aucune dette envers eux. Juste des inconnus, choisissant un bocal qui portait le nom de ma grand-mère. Sur le chemin du retour, Marc souriait toujours de toutes ses dents. Je me suis surprise à sourire aussi. Aucun de nous n'a dit un mot de tout le trajet. Parce qu'il y a de belles choses qu'il vaut mieux savourer en silence. Ray a débarqué à la ferme en août. C'était la première fois qu'il posait le pied sur les terres de son père depuis des années. Et il est arrivé avec un grand sourire, ce qui m'a tout de suite fait comprendre que ça sentait mauvais.
Il se tenait dans le rucher avec ses beaux souliers, inspectant les boîtes, le nouveau hangar d'extraction, et la plaque aimantée sur le camion de marque, qui indiquait le rucher le champ de Ruth. On pouvait le voir refaire ses calculs. Ce même tic nerveux que j'avais hérité de lui, mais que je mettais à bien meilleur usage. « Eh bien, regardez-moi ça », s'est-il exclamé. « Vous jouez au fermier. » Il était venu, disait-il, parce qu'il s'inquiétait pour grand-père. Il s'inquiétait de voir un vieil homme prendre des décisions seul ici. Inquiet du fardeau que représentaient ces terres sur les épaules de Walt. Et voilà qu'il lâchait ce mot à nouveau. Fardeau. Le mot qu'il dégainait chaque fois qu'il voulait camoufler sa propre avidité, sous couvert de bienveillance. Il a suggéré, avec une douceur raisonnable, que la chose la plus intelligente et la plus aimante à faire, serait que Walt lui cède la propriété dès maintenant. Pour des raisons fiscales, pour des raisons de succession, histoire que personne ne soit lésé plus tard. Il parlait en m'ignorant totalement, s'adressant exclusivement à Walt. Comme si j'étais un simple ouvrier agricole, qui s'était incrusté par hasard dans une réunion de famille. Je l'ai laissé faire. J'avais appris cela de la ruche. On ne réagit pas au moindre mouvement dans l'air. Walt a dit non. De la manière dont il disait toujours non, d'un ton plat, et irrévocable. J'ai vu le sourire de mon père s'affiner sur les bords. Tu la laisses t'empoisonner l'esprit contre ton propre fils, a fulminé Ray. Il m'a désigné d'un coup de menton, sans même me regarder. Elle a abandonné cette famille pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle se pointe ici, fauchée et estropiée, et soudain, elle a son mot à dire sur mon héritage. Mon héritage. Le mot était lâché. Le véritable nom de sa venue, caché sous toutes ses fausses inquiétudes, était enfin dévoilé. Il est reparti sans même rester pour le café. Depuis le porche, j'ai regardé sa voiture soulever les graviers sur la longue allée. Et j'ai su, avec la même certitude que l'on sait qu'une tempête approche, qu'il reviendrait. Et que la prochaine fois, il ne prendrait même plus la peine de sourire. Marc m'a raconté la suite au cours de la semaine suivante, effrayé et silencieux, comme toujours lorsque le nom de notre père était évoqué. Ray était sous l'eau. Le bateau, les camions, une série de mauvais paris sur des investissements locatifs. Un train de vie, maintenu à flot par mes salaires, qui avait brutalement pris fin le jour où j'avais été blessé. Le promoteur qui lorgnait sur la route départementale, avait fait une offre pour toute la zone. Les 16 hectares de Walt se trouvaient pile au beau milieu. C'était la parcelle clé, valant plus que toutes les autres réunies. Si Ray parvenait à mettre la main sur ces terres, il pourrait les vendre, et sortir la tête de l'eau. S'il échouait, il allait se noyer sous les yeux de toute la ville. Et la seule chose qui se dressait entre mon père et cet argent, c'était un trust vieux de 9 ans, qui portait mon nom. Alors, il a commencé à monter son dossier. Exactement comme j'avais monté le mien, à la seule différence que le sien était tissé de mensonges. Il racontait partout dans Salem, que sa fille blessée au combat, était rentrée au pays psychologiquement instable. Qu'elle avait isolé son vieux père dans une ferme. Qu'elle exerçait une influence abusive sur un homme vulnérable, pour s'approprier son héritage. Il préparait le terrain pour contester le trust au tribunal. Pour plaider l'incapacité mentale de Walt, et ma prétendue manipulation. Pour me faire passer, moi, la fille qui avait financé tout son confort, pour une prédatrice. C'était presque élégant. Transformer la victime en coupable, avant même que cette dernière ne sache qu'il y a un procès. J'ai alors compris qu'il ne m'avait pas chassé à Noël, sur un coup de sang. Il faisait le ménage sur l'échiquier. Il est facile d'effacer d'une histoire, une fille distante et absente. Il n'avait simplement pas prévu que je descende de ce bus. Il n'avait pas prévu que Walt m'ouvrirait sa porte. Et il n'avait aucune idée, que cette fille prétendument déséquilibrée qu'il comptait détruire, avait passé 10 ans à apprendre à rester calme sous les tirs. C'est ici qu'une autre version de moi-même, la plus jeune, aurait appelé mon père pour lui hurler dessus, à faire trembler les murs. Je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt pris des rendez-vous. Grâce au centre d'aide juridique pour les anciens combattants, j'ai trouvé une avocate spécialisée en droit des successions, nommée Pruitt. Une femme méticuleuse, qui a lu le trust à 2 reprises. Elle m'a ensuite regardé par-dessus ses lunettes, et a prononcé les 4 mots les plus beaux de la langue anglaise, c'est inattaquable sur le plan structurel. Le terme irrévocable signifiait exactement cela. On ne pouvait pas convaincre Walt de l'annuler. On ne pouvait pas faire pression sur lui pour qu'il vende.
Il ne pouvait pas céder les terres dans un moment de faiblesse, car il avait déjà volontairement renoncé à ce pouvoir, il y a 9 ans. Walt était l'administrateur principal de son vivant, et il m'avait nommé co-administratrice. Avec cette fameuse clause stipulant que la propriété ne pouvait être vendue, transférée ou aménagée, sans la signature de tous les administrateurs en fonction. Ce qui voulait dire que rien n'arriverait à ces terres, sans que ma main ne tienne le stylo. Et je n'avais aucune intention de signer. Mais Pruitt m'a mis en garde contre notre point faible. La seule manœuvre qu'il restait à Ray était de prétendre que Walt n'avait plus toute sa tête au moment de la création du trust, ou qu'il ne l'avait plus aujourd'hui. Et d'ajouter que j'avais abusé de lui. Alors, nous avons fermé cette porte-là, aussi. Nous avons fait évaluer Walt par son médecin traitant, et par un gériatre. Tous deux ont documenté, dans un jargon clinique que je me suis assuré d'être nuancé et honnête, qu'il ne présentait aucune altération cognitive synonyme de déficience. Nous avons demandé à l'avocat d'origine, celui qui avait rédigé le trust, d'écrire une lettre. Il y a confirmé que Walt était venu le voir seul, il y a 9 ans, l'esprit vif, et sans être accompagné. J'ai bâti un mur de faits irréfutables, simples et vérifiables, autour d'un vieil homme et de ses 16 hectares de trèfle. Pas de mise en scène. Pas d'enregistrement réalisé en cachette. Pas de piège. Juste des documents officiels, qui disaient la vérité. Et qui continueraient de la dire, sous serment, dans un tribunal, bien après que la voix de quiconque finisse par s'éteindre. Toute la stratégie de mon père reposait sur le maintien d'une zone d'ombre. J'ai passé ce mois-là, à dissiper le brouillard. Lorsqu'il reviendrait, car je savais qu'il le ferait, l'opacité aurait disparu. Et sa seule arme avec elle. Heather est venue en septembre. Ce qui m'a surprise, car Heather n'était pas du genre à arpenter les chemins de gravier. Elle a traversé la cour à petits pas dans ses baskets blanches, en plissant le nez à la vue des abeilles. Elle m'a trouvé dans le hangar d'extraction, vêtue d'un tablier taché, et les bras collants jusqu'au coude. Elle était venue, m'a-t-elle assuré, pour faire la paix, de famille à famille. Puis, elle a passé 10 minutes à m'expliquer que cette paix exigeait que j'arrête de faire des difficultés, à propos de la succession de grand-père. Papa est dans une situation difficile, a-t-elle dit. Et honnêtement, Sam, après tout ce que la famille a fait pour toi, tu pourrais être un peu moins égoïste. Tout ce que la famille avait fait pour moi. J'ai posé le cadre que je tenais. Je lui ai demandé, d'une voix égale, ce que la famille avait fait, très exactement. Elle a dressé sa liste sans la moindre hésitation. Il m'avait accueilli pour Noël. Il n'avait jamais fait toute une histoire de vous savez, situation. Et l'argent au fil des ans. Eh bien, l'argent de la famille, c'est l'argent de la famille. Tout finit par s'équilibrer, n'est-ce pas? Et ce n'était pas comme si j'avais eu un mariage à payer, ou une maison à acheter, de toute façon. Tout était là, à l'air libre. L'hypothèse que je soupçonnais depuis des mois. Elle croyait sincèrement que mon argent, était son argent. Elle avait grandi en entendant dire que j'étais la forte de la famille, celle qui n'avait besoin de rien. Et elle s'était bâtie une vie tout à fait confortable sur ce mensonge, sans jamais en remettre les fondations en question. J'aurais pu lui tendre mon carnet de notes. J'aurais pu lui montrer les chiffres, le mariage, l'apport de la maison, et la regarder encaisser le coup. Je ne l'ai pas fait. Une part de moi comprenait qu'elle était tout autant le produit de notre père, que sa partenaire. Je lui ai simplement répondu, que la succession n'était pas un sujet de discussion. Que la porte lui serait toujours ouverte, si elle venait en tant que sœur. Et je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture. Elle est repartie perplexe. Les gens le sont toujours, quand vous refusez de leur donner la bagarre qu'ils étaient venus chercher. En octobre, la coopérative nous a proposé un véritable contrat. Une garantie de présence en rayon dans 6 magasins, pendant 1 an. Notre plus grosse commande à ce jour. L'acheteuse, nommée Linda, tenait à ce que la signature officielle se fasse à la ferme. Elle aimait notre histoire, et pensait que ses clients l'aimeraient aussi. Le journal du comté voulait y consacrer un article. La piénaire gérée par une vétéran, le miel local, la totale. Un photographe, une après-midi, et toute la communauté invitée à découvrir l'exploitation. Nous avons fixé l'événement à un samedi, à la fin des récoltes. La ferme n'avait jamais été aussi animée depuis une décennie. Les ruches étaient pleines, le hangar bourdonnait d'activité, et les bocaux de miel du champ de Ruth s'empilaient, dorés, sur toutes les surfaces.
J'avais débarqué sur cette route de gravier, 11 mois plus tôt, avec 61 € et un sac de sport. Désormais, j'avais une entreprise, un frère, un grand-père, et une raison de me lever le matin, qui n'impliquait plus de fuir quoi que ce soit. Je veux mettre l'histoire sur pause, juste une seconde. Car nous arrivons presque à la partie que vous attendez avec impatience, et je ne veux pas que vous la manquiez. Mon père s'était un jour levé à sa propre table, pour annoncer à une salle remplie de proches, que j'étais un fardeau. Dans environ une semaine, une autre assistance allait entendre un tout autre récit. Et ce ne serait pas moi qui le hurlerais. Ce serait la paperasse, les témoins, et le miel aligné sur les étagères. Si vous avez un jour été rayé de la carte par ceux qui vous devaient le plus, vous savez exactement pourquoi j'ai patienté. Pourquoi j'ai monté mon dossier lentement, et non dans la précipitation. Pourquoi je ne l'ai jamais appelé une seule fois, pour lui hurler dessus. Faire du bruit soulage le temps d'une soirée. Devenir indéniable, ça dure pour toujours. Cliquez sur s'abonner et restez bien là. Parce que le samedi de cette fameuse signature, mon père a conduit jusqu'à la ferme pour une ultime visite. Et il n'avait absolument aucune idée, de ce dans quoi il mettait les pieds. Le samedi s'est levé sous un ciel clair et doré. Cette lumière si particulière du mois d'octobre, qui donne même à une ferme en activité, des allures de calendrier. À 11 heures, la cour était noire de monde. Linda, de la coopérative, avait installé une table pliante près du hangar d'extraction, pour y signer le contrat. Le photographe du journal déambulait, prenant des clichés des ruches. Dal René était venu avec 3 autres vétérans du programme agricole. Une douzaine de voisins se tenaient là, avec des gobelets en carton remplis de café. Ewald siégeait sur une chaise de jardin, au beau milieu de tout ça. Comme un roi trônant au centre d'une cour qu'il n'avait jamais désirée. Flatté et embarrassé, à parts égales. Marc, dans une chemise propre, discutait avec l'assistance, affichant un vrai sourire. Une chose que je n'avais pas vue chez mon frère, depuis notre enfance. J'étais à la table avec Linda. Un stylo à la main, sur le point de signer la plus grosse commande de ma vie. C'est là que j'ai entendu le bruit des pneus sur les graviers, roulant beaucoup trop vite. La voiture de Ray. Il en est sorti sans refermer la portière, et a traversé la cour, comme un homme traversant un parking pour déclencher une bagarre. Le sourire avait disparu, exactement comme je l'avais prévu. Il avait entendu parler de la signature. Bien sûr que oui, dans une ville de cette taille. Il était venu. J'ai tout de suite compris pourquoi. Dans son esprit, c'était le moment où il perdait les terres de façon définitive. L'actif qui devait le sauver, était en train de se consolider, pour devenir quelque chose que tout le comté considérait désormais comme appartenant à sa fille infirme. Il ne voyait pas une célébration. Il voyait un hold-up en cours d'exécution. Il n'a pas baissé la voix pour les invités. Il n'avait jamais envisagé, pas une seule fois dans sa vie, qu'un public puisse ne pas être de son côté. « Je suis désolé, tout le monde », a-t-il annoncé à la cantonade. Fort, en pleine représentation. Mais il faut que quelqu'un sache ce qui se passe vraiment ici. Les voisins se sont tus. Le photographe a lentement abaissé son appareil. Linda m'a regardé. J'ai posé le stylo sur le contrat, calme comme un dimanche, et je me suis tourné pour affronter mon père. À travers les 16 hectares de trèfle, et la foule de témoins. Et j'ai senti cette vieille sérénité s'abattre sur moi, comme une main réconfortante. Des mouvements lents, une voix basse. Travailler la ruche. Ce qui est sorti de sa bouche ensuite, c'était le discours qu'il répétait dans tout Salem depuis des mois. Et il l'a adressé à la foule, pas à moi. Car les hommes comme mon père, jouent toujours pour la galerie. Ma fille, a-t-il déclaré, est rentrée de l'armée malade. Elle est revenue avec des problèmes, a-t-il ajouté. Et il a tapoté sa propre tempe, pour que les voisins comprennent bien de quel genre de problème il s'agissait. Elle s'était imposée chez un vieil homme confus. L'avait isolé de sa propre famille. L'avait retourné contre son fils unique. Et elle était en ce moment même, en train de subtiliser un héritage, au nez et à la barbe de tous. Il avait des documents en route, a-t-il affirmé. Des avocats. Cette affaire était loin d'être terminée. Il a soutenu, devant une cour pleine d'inconnus, que j'étais instable. Que j'étais une manipulatrice. Que j'étais. Et il a dégainé ce bon vieux mot si fiable, une dernière fois. Un fardeau, que cette famille avait porté bien trop longtemps.
Je suis resté debout, et je l'ai laissé finir. C'est la partie que je veux que vous compreniez, car elle résume toute l'histoire en un seul mouvement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait un pas vers lui. 12 mois plus tôt, ces paroles m'avaient envoyé vers la porte, dans le froid. Et maintenant, elles flottaient dans l'air autour de moi, et continuaient leur chemin. Parce que j'avais appris la seule chose, qu'ils n'avaient jamais daigné apprendre. Les abeilles sentent la peur, et elles y répondent par la fureur. La seule façon d'avancer vers un essaim sans se faire écharper, c'est de faire taire son cœur, de manière intentionnelle. Je m'y entraînais chaque matin, au beau milieu de ce rucher. Mon père était l'essaim maintenant. Que du bruit et du venin, certains que crier fort équivalait à avoir raison. Et je suis resté planté là. Expirant longuement et lentement, comme Walt me l'avait enseigné. Mes mains ouvertes, et immobiles le long de mon corps. J'ai simplement attendu qu'il s'essouffle. Les voisins étaient d'un silence de mort. Quelque part derrière moi, une ruche bourdonnait sur sa note grave et constante. Ce même son, qui avait jadis résonné comme l'explosion dans ma tête, et qui n'était plus que la respiration apaisante de la ferme. Quand il s'est enfin arrêté, la poitrine haletante, s'attendant à ce que je lui hurle dessus à mon tour. Juste pour qu'il puisse me pointer du doigt et dire « Regardez. Vous voyez ce que je vous avais dit ?» Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je lui ai donné quelque chose de bien pire. Je lui ai asséné la vérité, calmement, avec des feuilles de papier. « Tu as raison de dire qu'il y a des documents, ai-je dit. Montrons-les à tout le monde. » Je suis entré dans le hangar, et j'en ai ressorti le dossier. Je l'ai étalé sur la table des signatures, près du stylo. Et j'en ai fait la narration pour l'assemblée, avec cette voix monocorde, que j'utilise lorsque la situation est enfin mise à nu. Ceci est un trust irrévocable daté d'il y a 9 ans, ai-je annoncé. Rédigé par grand-père de sa propre initiative, et me désignant pour préserver cette exploitation en activité. Voici la lettre de l'avocat, confirmant qu'il s'est présenté à lui les idées claires, et sans être accompagné. Voici 2 expertises médicales. Constatant l'absence totale de déficience. J'ai déposé chaque page, comme on abat ses cartes au jeu, les terres ne peuvent pas être vendues. Il n'a jamais été question de les vendre. Puis, j'ai soulevé la 2e pile. Et ceci, ai-je continué, ce sont les lettres de mon père à mon grand-père. 10 ans de correspondance, où il s'attribue le mérite de soutenir financièrement cette ferme. Et voilà les cartes et les photos que j'ai envoyées depuis l'étranger, retournées non ouvertes de sa propre écriture. Pour que grand-père croie dur comme fer que je l'avais abandonné. J'ai laissé l'information infuser un instant. L'argent que mon père vous a juré que je n'avais jamais envoyé, ai-je ajouté. Ce fardeau qu'il prétend que je suis. S'élève à 191 000 €, sur une période de 10 ans et 4 déploiements. Ça a payé le mariage de ma sœur. Ça a remboursé la maison de cet homme. J'ai financé la vie confortable qu'il vient ici défendre corps et âme. Je me suis alors tourné vers lui. Et pour la première et unique fois, je me suis adressé directement à mon père. En gardant la voix exactement aussi basse qu'elle l'avait été jusque-là. À Noël dernier, tu t'es levé à table, et tu m'as traité de fardeau, ai-je dit. C'était moi, qui vous portais tous à bout de bras. Walt s'est levé lentement de sa chaise de jardin, tremblant. Et il a déclaré à l'attention de toute la cour, de sa vieille voix éraillée, chaque mot qu'elle a prononcé est vrai. Et j'ai tous les papiers dans la maison pour prouver le reste. Le visage de Ray est passé par toutes les émotions à la fois. La fureur, le calcul machiavélique, la recherche désespérée d'une porte de sortie. Il ne s'est pas excusé. Les hommes de sa trempe ne le font pas. Pas quand ils sont acculés. Seulement quand c'est utile, et ça ne l'était plus. Il a traité Walt de vieux fou sénile. Il m'a traité de menteuse. Il a cherché du regard, à travers la foule, ne serait-ce qu'un seul visage qui le croirait, et n'en a pas trouvé un seul. Je n'ai pas jubilé. Il n'y a aucun plaisir à en tirer, et les abeilles m'avaient guéri du besoin de triompher. J'ai simplement pris un pot de miel du champ de Ruth, sur la pile posée sur la table. Sa couleur dorée accrochait cette lumière d'octobre. Je suis allé le poser sur la rambarde de la clôture, juste à côté de mon père. En douceur. De la manière dont on pose tout ce qu'on ne veut pas briser. Prends-le, lui ai-je dit. C'est la seule chose de cette ferme, que tu obtiendras jamais. Ensuite, je lui ai glissé le reste.
À voix basse. Des mots définitifs, destinés à lui seul. Le portail restera ouvert, si un jour tu veux revenir en tant que père. Mais ces terres ne t'appartiennent pas. Et moi non plus. Il a regardé le bocal. Il m'a regardé. L'espace d'une seconde, quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Quelque chose qui, chez un homme meilleur, aurait pu se transformer en honte. Puis il s'est retourné, et a marché jusqu'à sa voiture. Il a laissé le pot sur la clôture. Et il a dévalé cette longue route de gravier, pour la toute dernière fois. J'ai regardé la poussière retomber. Ensuite, je suis retourné à la table. J'ai ramassé le stylo. Et j'ai signé. Le contrat avec la coopérative a été validé l'après-midi même. Et le miel du champ de Ruth s'est retrouvé dans les rayons de 6 magasins pour Thanksgiving. Notre stock s'est écoulé 2 fois de suite. Le procès dont mon père m'avait menacé n'a jamais eu lieu. L'avocate Pruitt a envoyé au sien, le même mur de preuves que celui exhibé dans la cour. Et il n'y a pas matière à plaider, quand chaque fait irréfutable est déjà exposé au grand jour. Marc est resté. C'est lui qui gère la vente en gros maintenant, et il rit beaucoup plus qu'il ne dort. Il s'avère que cette même douceur, qui ne lui avait rien rapporté dans la maison de notre père, est exactement ce à quoi les abeilles, et les clients, sont le plus réceptifs. Walt a passé l'été suivant en assez bonne forme, pour s'asseoir sur sa chaise de jardin, et nous regarder extraire la plus grosse récolte que la ferme n'ait jamais produite. J'ai reçu une seule lettre cet hiver-là, en provenance de ma mère. L'écriture soignée de Carole, sur du papier de belle qualité. 3 pages qui tournaient autour du pot, sans jamais vraiment atterrir sur le mot pardon. Elle écrivait que la situation était devenue compliquée. Que ton père n'est pas complètement mauvais. Qu'elle avait toujours su que j'étais la fille robuste, capable de s'en sortir toute seule. Je l'ai lu 2 fois, assise à la table de la cuisine. Cette même table où Walt avait un jour placé un café devant moi, et changé ma vie. J'ai ressenti la vieille attirance. Le réflexe conditionné de tout arranger, de lui répondre, d'être utile pour elle une fois de plus. Puis, j'ai replié la lettre dans son enveloppe, et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté. Par simple arithmétique. Elle avait passé sa vie à me qualifier de forte, pour expliquer pourquoi je ne recevrais jamais rien. Et j'ai enfin compris, que l'on peut aimer quelqu'un, tout en refusant de continuer à payer pour ce privilège. Le tiroir fermé était une réponse bien suffisante. Je repense à ce que Walt m'a dit lors de ce premier matin, plus qu'à n'importe quoi d'autre dans ma vie. Car c'est devenu la seule loi familiale qui compte vraiment. Le sang a fait des averies ma parentèle. Mais un vieil apiculteur têtu, qui m'a ouvert sa porte dans le froid glacial, et un frère qui a fini par cesser d'avoir peur. C'est ce qui a fait de moi une famille. Et ils m'attendaient tous les 2 au bout d'un voyage en bus, depuis le tout début. Voilà mon histoire. 10 ans de salaire partis en fumée, un trajet en bus frigorifique, et un pot de miel qui valait bien plus, que tous les euros que j'ai perdus. Si ce récit vous a rappelé, que les personnes qui répondent quand vous appelez, importent plus que celles qui ne font que partager votre nom. Voyez cela comme un signe, et appelez-les aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le avec lui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.